Bonjour et bienvenue au balado Le Gouvernail. Je me présente, Sarah Lamotte, présidente fondatrice de l'Associé. Aujourd'hui, on vous présente un épisode névralgique pour les associations, développer une offre de formation rentable et impactante. Pour couvrir le sujet, j'ai l'honneur d'être accompagnée de Véronique Couturier, cofondatrice de 2 entreprises spécialisées en technologie éducative. Véronique, je t'inviterais à te présenter à nos auditeurs. Bonjour Sarah, merci de l'invitation. Véronique Couturier, présidente de U-Expertise. U-Expertise, c'est une entreprise qui est spécialisée en technologie de l'éducation. On a fondé l'entreprise en 2016. Félicitations. Merci. Une entreprise à propriété féminine. Donc, je suis associée avec Nathalie Lessard là, depuis, je le disais, 2016. Mais on a aussi une autre entreprise qu'on a fondée à l'origine qui s'appelle Par deux. Par deux, oui, on est 2 femmes entrepreneurs, mais c'est aussi l'idée de faire équipe avec, nos clients, pour, développer de la formation en ligne. Donc, une solution qui offre, un système de gestion de l'apprentissage, un LMS comme on dit, L'outil, finalement. l'outil, avec aussi la possibilité d'offrir la surveillance d'examen à distance. Donc ça, c'est un peu plus spécialisé et par deux développe de la formation en ligne sur mesure pour, sa clientèle. Mais le meilleur des 2 mondes, contenant et contenu. Exactement. Vous êtes Donc complémentaires. Excellent. le clé en main. Donc, dans le développement d'une offre de formation, guide-nous sur les étapes de développement d'un bon programme de formation. Un bon programme de formation, ça part, bon, d'une idée, de la validation de cette idée-là. Ensuite, il faut bien analyser, notre idée. Donc, à quelle clientèle on s'adresse? Dans quel contexte cette formation-là pourra être, suivie? Ensuite de ça, est-ce qu'on a quel budget on a? Est-ce qu'on a accès à, des ressources internes? C'est quoi notre contexte à nous comme organisation? Est-ce qu'on a une micro-organisation avec 2 3 personnes ou est-ce qu'on a une équipe beaucoup plus élargie qui a déjà un département pour développer, soit la formation ou soutenir les communications? Donc je dirais que ces éléments-là sont de base. Puis, je vais un petit peu sur la solution, mais ce serait quoi le conseil que tu donnerais pour que quelqu'un qui hésite sur différents formats? Parce que de nos jours, avec toutes les technologies, on a beaucoup d'options. Donc, ce serait quoi tes conseils? C'est, suite à l'analyse, on va déjà déterminer et savoir un peu plus sur notre clientèle. Est-ce que notre clientèle, est, sur un chantier, par exemple? Est-ce qu'elle est dans un milieu de travail, très sécurisé? Est-ce qu'elle a accès à un laboratoire informatique? Est-ce qu'elle a un ordinateur? Est-ce qu'elle détient, seulement un téléphone? Donc tous ces éléments-là vont venir nous donner des indicateurs sur quel format on devrait utiliser pour développer ou offrir cette formation-là. Puis ensuite de ça, évidemment, les formats sont variables et peuvent être ajustés au niveau des budgets qu'on a aussi. Donc, c'est une corrélation entre le contexte et le budget, toujours. Et ensuite de ça, beaucoup de créativité pour le résultat final. Euh, L'importance de connaître, comme dans tout, hein, sa clientèle. exactement. Donc là, on tombe en construction, développement de notre programme. Comment valider son idée de formation, les besoins des membres? Parce que ça peut être beaucoup d'investissement en temps, en énergie, en argent, évidemment. Donc, comment qu'on on valide tout ça avant d'aller trop loin, là? Très important de valider notre clientèle. Ça peut être sous forme de focus group, ça pourrait être sous forme, puis là, ben, on fait entrer les gens dans une salle, on va chercher les acteurs clés, de notre clientèle, puis on les sonde. Donc on va leur poser des questions sur leur manière, qu'ils aiment d'apprendre, dans quel contexte, Moment. quel moment aussi, parce que parfois, c'est sur plusieurs horaires, des fois des horaires de nuit. Donc libérer les gens pour la formation, ça peut être plus complexe.
valider ces éléments-là, puis ensuite de ça, si on n'a pas la possibilité parce que les gens sont trop éparpillés géographiquement, bien, ça peut se faire de façon virtuelle, de toute façon. Ça peut se faire aussi sous forme de sondage. Vraiment de s'assurer qu'on valide ça avant de débuter tous travaux de développement de formation, c'est essentiel. Parce que, comme vous le disiez, Sarah, c'est des investissements qui sont importants et pour y arriver, il faut faire les choses dans le bon ordre. On en a vu beaucoup des cas où est-ce que on fait de la rétro-ingénierie, puis c'est Mmh. plus difficile là, Travailler à rebours, c'est jamais, jamais la meilleure des options. On va juste faire une petite parenthèse, on se tutoie, c'est bon? Parfait, Sarah, avec plaisir. Ça peut paraître, la base ou évident, mais peut-être pas. Comment trouver les bons intervenants, les intervenants clés pour contribuer au développement de notre contenu? On va travailler avec notre, bon, en fait, celui qui a l'idée, le client, souvent a déjà identifié son expert. Parfois, l'expert peut être soit dans le secteur d'activité où il œuvre, déjà, ou dans l'organisation. Ça peut être un expert du marché qui est externe. Si jamais cet expert-là est pas disponible ou parce qu'il part à la retraite, parce qu'on a vraiment un besoin de continuer de faire vivre cette connaissance-là. Parfois, on a même eu besoin d'aller voir des universités ou des collèges, Pour pour développer. aller chercher, cet expert-là. OK. Donc c'est les approches là qu'on préconise. Je ferai une petite parenthèse ici sur notre réalité, francophone ici au Québec. On a eu des grandes histoires à succès chez notre clientèle qui ont, pris des programmes anglophones du Canada anglais, qui les ont traduits et offerts ici en français au Québec. Donc, j'invite nos auditeurs à regarder de ce côté-là, parce que, ça peut être quelque chose de je dirais pas simple, mais, efficace comme, stratégie. Effectivement, ça peut être d'acheter les droits, puis de faire la traduction ou la narration en français, soit carrément aussi de reprendre le contenu pour le rediffuser dans un autre format. C'est des approches là C'est qui sont exactement le possibles. modem. Il vont y avoir une espèce de forme de ristourne, puis un membership à la fois canadien et québécois. Donc, ça fait des belles collaborations après qui peuvent mener sur des congrès canadiens, québécois aussi en De bonnes collaboration. oui, collaboration. Oui. Hem, quelles sont les fonctionnalités que doit contenir l'outil pour soutenir vraiment là, au niveau technologique le programme de formation? Bon, on s'adresse vraiment à des OBNL. On veut, soit monétiser la formation, donc une plateforme qui va offrir, en fait, ça prend un outil pour diffuser. Bon, ça prend plus qu'un site web. Je pense que ça Absolument, prend, absolument. et ce qu'on voit, nous, c'est vraiment des OBNL qui utilisent notre plateforme pour gérer la formation. Donc, offrir une vitrine publique où les gens vont pouvoir faire la découverte de la formation. Au-delà d'un catalogue de formation, c'est d'avoir une vitrine qui permette de mettre de l'avant les nouveautés. Est-ce qu'il y a des informations complémentaires à cette formation-là? Donc, de pouvoir cumuler toute l'information reliée à la formation à un seul et même endroit. Puis ensuite de ça, au niveau des fonctionnalités, je dirais que, c'est essentiel qu'elles puissent être transactionnelles idéalement. Donc, dans certains cas, c'est pas toujours gratuit ou certaines formations sont gratuites, d'autres sont payantes. Ou par exemple, on peut avoir un prix membre versus un prix non membre. Ces éléments-là sont quand même à considérer. Puis, suite à ça, il y a aussi des fonctionnalités où est-ce qu'on veut pouvoir bien communiquer avec notre clientèle, nos utilisateurs. Donc, d'avoir des notifications automatisées, d'avoir des parcours automatisés qui vont faire en sorte que l'expérience d'apprentissage aussi va être davantage, enlevante et captivante. Donc, d'avoir une progression, de pouvoir poursuivre sa formation à un certain point, donc de pouvoir débuter, de quitter, de pouvoir revenir au point où on était rendu sans avoir tout à refaire. Ces Et éléments-là sont est-ce sont que je me trompe, mais de nos jours, avec justement les progrès technologiques, on s'attend un petit peu à ça, toutes ces fonctionnalités-là, puis cette expérience utilisateur-là dans un programme de formation en ligne?
Effectivement, on s'attend à ça, on veut ça. On veut aussi qu'un outil puisse nous aider dans la conception ou en fait l'intégration de notre formation dans notre plateforme. Donc des outils, AI pour ne pas le nommer, donc qui vont nous aider là, justement à intégrer notre contenu plus rapidement dans la plateforme pour pouvoir rapidement la diffuser. Excellent, excellent. Et bon, là, on a un bon programme, un bon outil. Quels sont les types de spécialistes et d'experts auxquels vous avez recours dans le développement d'un programme de formation? Si on parle d'un programme de formation en ligne, il y a plusieurs intervenants qui sont souvent sollicités. Puis du côté de Par2, on a toute une équipe là, qui développe la formation. Puis là, je peux parler de ces spécialités-là. Donc, un technopédagogue, par exemple, c'est pas, il ne sera pas le spécialiste du contenu, mais il va travailler de pair avec l'expert pour justement définir le contenu, le redécouper, l'amener en storytelling, de faire des mises en situation, de Ah, développer les intéressant. quiz. Un expert veut tout dire. Oui. Tout est important. Mais en bout de ligne, peut-être que notre utilisateur, notre audience a peut-être juste 1 heure pour sa formation. Donc, il faut aller saisir l'essentiel, puis c'est le travail d'un technopédagogue de Puis, faire ça. puis on va se le dire, on n'a peut-être pas le niveau d'attention qu'on avait de ça quelques décennies avec l'utilisation ou la surutilisation, même, je dirais, des technologies, des tablettes et des téléphones intelligents. Hein? Il y a des études sur ça. Exactement. Oui. Donc, le taux d'attention se réduit de plus en plus. Donc, le technopédagogue, justement, va être à même de structurer la formation en objectifs pédagogiques, mais en découpant justement en micro-objectifs. Puis, ça va faire en sorte qu'on va se retrouver souvent avec un programme de formation qui peut être long, qui pourrait être sur plusieurs heures, mais découpé en micro-capsules, ce qui fait que l'apprenant va pouvoir apprendre à son rythme, puis vraiment le faire au moment où c'est possible pour lui. Dans le bon ordre, en restant mobilisé, engagé, justement, parce qu'il y a comme tout le temps le bon format, la bonne durée au moment de son choix, Et les bons rappels aussi de par n'oublie la pas de plateforme continuer automatisée. sa formation. Excellent. Ça m'amène sur une question sur les tendances et l'innovation là, des dernières années en formation. Les tendances sont découper la formation en plus petits morceaux pour que ça soit vraiment plus facile là, de suivre sa formation. De varier les formats, formats en ligne, mais formats hybrides aussi. De pouvoir varier sur ces éléments-là, ça fait en sorte aussi qu'on va aller chercher une plus-value et de pouvoir peut-être mesurer davantage le résultat de notre formation. Par exemple, on va avoir un expert qui va être aussi formateur. On va avoir figé tout ce qui est vraiment de la formation qui est le tronc commun qui est figé, mais une formation, ça bouge aussi dans le temps. Il y a toujours des éléments. Donc, le formateur ou l'expert, par la suite, va pouvoir faire du renforcement ou de la personnalisation en fonction du type de clientèle. Donc, un format hybride, c'est quand même à valeur ajoutée. Il faut s'adapter aussi, je pense, aux sorties de la pandémie. On a eu un retour très, très fort sur le présentiel, évidemment. Les gens voulaient des connexions. Est-ce que vous observez un retour ou un équilibre qui revient sur le marché en termes de virtuel versus présentiel versus hybride où on voit de tous les modèles, ça dépend des industries? Ça dépend des industries, ça dépend vraiment des besoins de l'organisation. Puis, ce qu'on voit aussi, c'est la capacité à soutenir cette formation-là. Donc, certains vont opter vraiment pour la formation en ligne 100% parce que le roulement de personnel est très grand, parce que les gens sont dispersés géographiquement. Mmh. C'est des situations où est-ce qu'on va opter davantage vers la formation en ligne ou on va aller vers des formats de classe virtuelle aussi. C'est des approches là, qu'on va préconiser. On s'adapte Ouais, finalement. on s'adapte. Et comment maintenir l'engagement des participants tout au long de la formation? Bon, il y a différentes approches possibles. Maintenir l'engagement. Bon, lorsqu'on a en fait, il y a plusieurs stratégies possibles pour maintenir l'engagement.
Tout dépend du type de format avec lequel on va travailler, qu'on va jouer. Donc, si c'est un format webinaire, bien, on va faire interagir les gens en cours de webinaire pour soit voter, soit poser une question. On va inviter les gens à interagir. Important pour que, justement, les gens soient actifs. Même chose au niveau de la formation en ligne. On va avoir des jeux, des activités, des quiz qui vont ponctuer la formation, s'assurer aussi qu'on avance correctement dans les apprentissages. Donc, ces éléments-là sont vraiment importants. Puis, ensuite de ça, c'est de vraiment bien découper, de relancer aussi. Il peut y avoir des éléments de gamification qui sont intéressants, ludification, avec soit des badges d'apprentissage qui vont venir ponctuer une étape dans un parcours de formation qui peuvent même être partagés sur les réseaux sociaux comme LinkedIn. Donc, on démontre qu'on a acquis une compétence. Ça peut être valorisant aussi pour l'apprenant, pour la personne. Donc, ces éléments-là vont faire en sorte qu'il y a un plus grand engagement. Puis encore là, on peut aller beaucoup plus loin dans la formation en ligne. On peut ajouter des niveaux de jeu, des défis, Il y en a tout ça. beaucoup, là, des outils, là, WooClap, et ben, écoutez, là, je ne veux pas les nommer, hein. On pourra peut-être faire une liste pour les auditeurs, mais C'est est-ce ça. que vous en avez à même la plateforme U-Expertise ou est-ce que vous sortez de cette plateforme-là, justement, là, pour créer cet engagement-là ou, À même la plateforme, on a les badges. OK. C'est un système open badge. Ça se partage sur certaines plateformes comme LinkedIn ou les portfolios open badge. OK. Puis, c'est finalement une image qui contient de l'information qui est lue par ces lecteurs-là et qui fait en sorte là, que la personne a encodé dans cette image-là sa certification, ni OK. plus ni moins. Puis Comme un là, certificat ou une c'est attestation? au-delà d'un OK. certificat, ça peut ponctuer un parcours qui aboutit justement à une attestation ou à un certificat. Un milestone, finalement, là. Vous avez Exactement. franchi le premier jalon. Félicitations, Véronique. Exactement, OK. exactement. Puis, ben, certains organismes vont développer un parcours où est-ce que c'est un niveau d'acquisition de connaissances. Ça peut être parce que la personne a suivi plusieurs formations qu'elle acquiert un badge, mais ça peut être parce qu'elle a acquis aussi une compétence. Donc, c'est selon les Intéressant. besoins on peut développer ça. Parlant d'attestation, parlant de certificat, c'est important. Ça cristallise l'acquisition de connaissances à la fin d'un parcours ou d'un cours. Est-ce qu'on le recommande systématiquement ou est-ce qu'on y va à l'utilisation ou au besoin? En fait, la certification a deux objectifs, oui, soit au niveau réglementaire, soit parce que l'organisme s'est développé vraiment une marque au niveau et attache une valeur à l'attestation, au certificat. Je crois quand même que d'émettre une attestation de complétion, de réussite, c'est valorisant pour l'apprenant, même s'il n'y a pas nécessairement un aspect réglementaire. Souvent, je le recommande Ça pour donne une justement, crédibilité. exactement. Ça donne une crédibilité. Oui, ça permet d'avoir un acquis supplémentaire dans sa boîte à outils comme apprenant. Est-ce que ce serait faux de penser que c'est forcément relié à une validation du contenu? Je m'explique. On développe un programme, on le fait approuver de la Soféduc ou d'une université sur son contenu, vraiment, par un comité scientifique. Et là, on donne une certification à la fin de notre programme. Oui, c'est possible. C'est possible que ça soit pour valider ou attester qu'on a acquis un certain niveau de compétence, mais ça pourrait être simplement aussi une attestation de participation, là. Très bien, très bien, très bien. Côté monétisation, très important comme volet sur notre programme de formation. On y investit temps et argent. C'est important de le rentabiliser. Euh, Quels sont les éléments à considérer dans la tarification du programme? Bien, d'abord, est-ce que à l'origine, notre formation était gratuite ou pas? Est-ce que notre clientèle a la capacité de payer? Est-ce qu'on a des besoins de financer aussi notre organisme et qu'est-ce qu'on a besoin comme entrée financière aussi? Il faut donner de la valeur à la formation,
quelle valeur on attribue à cette formation-là? Est-ce qu'il y a de la compétition dans le marché? Quel est le prix offert sur le marché? Ça va nous donner des indicateurs pour justement apposer un prix à notre formation. Évidemment, lorsque la formation est gratuite, ça met, peut-être un indicateur de, facile, accessible, mais, peut-être jetable en même temps. Donc, C'est pas le même engagement, hein? C'est comme un événement gratuit auquel on s'inscrit. C'est certain qu'on n'a pas le même engagement. commitment, engagement, merci, vis-à-vis de notre participation, de notre intention. Exactement. Ça enlève peut-être, une certaine valeur, à moins que ça soit inclus dans un emballage autre là, avec un abonnement, un membership, tout ça. Je pense que, faut qu'il y ait une valeur attachée, ou une nécessité, d'obtenir cette formation-là. Il y a une perception de qualité derrière la tarification, Tout à finalement. fait, tout à fait. Donc, avec, un prix, même s'il est bas, c'est quand même un engagement qu'on prend. On va faire un achat, on va, se procurer cette formation-là. Donc, c'est déjà un engagement supplémentaire. On voit beaucoup de stratégies où est-ce que, justement, l'adhésion à une association va mener à un programme de webinaire ou de formation ou de lunch and learn ou de communauté de pratique, gratuit. Qu'est-ce que tu penses de cette stratégie-là? Ça peut être intéressant. Évidemment, là, ça dépend du contexte, ça dépend de, l'orientation, de la stratégie qu'on s'est donnée. La valeur de l'adhésion? Exactement. En même temps, faut y ça devient un catalogue d'offres. Ça dépend vraiment de la formation, il faut qu'elle vienne toucher des cordes sensibles chez les utilisateurs pour que ça soit un succès. Est-ce que votre division 2 par 2 peut accompagner les associations dans cette réflexion, dans cette analyse, dans ce positionnement stratégique et tarifaire-là? Oui, par Oui. 2, on fait ça. On va, travailler avec nos clients. On va faire l'analyse de contexte. On va faire l'analyse aussi de la clientèle pour justement définir une stratégie. Quand on se compare à notre compétition, c'est quoi l'unité de mesure à laquelle on ramène l'analyse? Est-ce que c'est le coût d'heures de formation ou est-ce que non, non, c'est beaucoup plus vaste que ça, Sarah? C'est pas mal plus vaste que ça. Donc, il y a tellement d'éléments qui peuvent venir en considération. Est-ce que c'est une formation qui est obligatoire? Est-ce que c'est une formation qui est cyclique? Est-ce que, cette formation-là va être suivie, plusieurs fois par année? Il y a vraiment c'est une question qui est piège. Véronique, j'aurais le goût de te poser comme question, maintenant on s'est assuré des besoins de notre clientèle, on s'est arrêté, on a eu une bonne réflexion sur notre outil, comment, qu'il soit, oui, fonctionnel, oui, ludique, mais aussi opérationnel au niveau d'aider notre équipe justement à gagner en temps et on a mis le tout en ligne. On ne peut pas présumer que ça va se vendre comme des petits pains chauds. Alors, comment qu'on prévoit une bonne campagne de communication, de promotion, rendue à cette étape-là, là? Rendu à cette étape-là, Sarah, on est déjà trop tard. Il faut Oh, y OK. avoir déjà pensé au moment de développer sa formation. C'est à ce moment-là qu'on va déjà penser notre plan de communication, notre plan de marketing, puis il faut mettre probablement autant de ressources à ce niveau-là qu'au niveau du développement de la formation. Il faut l'avoir pensé parce que la formation, elle, va vivre dans le temps, mais le plan de communication, c'est pas juste un coup d'étincelle. Il faut vraiment mettre des efforts en continu pour qu'elle soit connue, pour qu'elle soit médiatisée, pour qu'on la trouve facilement et pour ça, ça prend une stratégie qui, soit réseaux sociaux, soit publication, infolette vers nos membres. Il faut absolument la faire connaître. Puis, c'est là où est-ce que le bas blesse, puis on n'y pense pas, on se dit que ça va se vendre tout seul ou ça va être partagé tout seul, les gens vont la découvrir, mais non, c'est pas vrai. Donc, Non, hein? il faut vraiment, bon, avoir les bons outils, mais avoir la bonne stratégie. Se reposer un peu sur notre écosystème, j'aurais le goût d'ajouter. Est-ce que ça peut être une stratégie aussi Absolument. d'avoir des relayeurs dans notre écosystème? Ben, tous les relayeurs, les influenceurs
faut travailler avec eux, d'où l'importance de développer sa stratégie, de mettre ça en place avant même de livrer sa formation. Ces gens-là font peut-être partie de notre programme aussi lorsqu'on l'a développé. Peut-être qu'on a Oui. déjà pensé à On est en train de on développer une partage. stratégie. Mais absolument. Et puis, ils peuvent être un vecteur pour justement amener la formation, un engouement vers la formation, même attendre que la formation arrive, soit prête. Donc, déjà, les gens sont engagés, ils veulent l'obtenir dès qu'elle sort à ce moment-là. On sème des petits teasers, là, hein? Et J'aime ça, j'aime ça. Ça tire Mais déjà à c'est oui, un bon vas-y, point. vas-y. C'est un bon point. Souvent, on va faire un teaser de la formation aussi. Mmh. Ça va aider justement toutes les publications, puis de pouvoir partager vers les réseaux sociaux, de pouvoir donner un avant-goût de ce qu'est la formation. Donc, un petit court extrait, c'est souvent gagnant aussi. C'est gagnant. On retient ça. En finale, quelle est la première action que nos auditeurs peuvent poser dès aujourd'hui pour structurer ou lancer un programme de formation? Pour développer un nouveau programme, évidemment, c'est l'analyse. L'analyse qu'on a parlé tout à l'heure, donc vraiment d'analyser sa clientèle, son contexte, travailler, obtenir identifier son expert, c'est des éléments clés et de valider auprès de sa clientèle le besoin. Valider le besoin. Très intéressant. Merci Véronique pour tout le partage, ta générosité, ta présence avec nous aujourd'hui. Ça a été très instructif. J'ai beaucoup apprécié notre moment ensemble et j'espère qu'on aura réussi ensemble à donner le goût aux gens qui nous écoutent de développer un nouveau programme ou peut-être de se replonger dans leur programme existant afin de se questionner. Je pense que c'est important de le faire régulièrement sur la pertinence, sur les outils et puis de s'assurer que ça répond aux besoins de nos clientèles. Merci beaucoup, Sarah. Ça a Merci. été un plaisir. Pour une prochaine épisode, je pense qu'on peut continuer sur d'autres Avenues, d'autres d'autres sujets, absolument. Merci. Alors, merci d'avoir été avec nous et on se retrouve dans un prochain balado du Gouvernail.